Deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info et la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France via le réseau Via Télévision qui nous rediffuse et avec TV5 Monde et notre invité politique en direct sur ce plateau. Ce matin, c'est Ségolène Royal. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ambassadrice des pôles et ancienne ministre de l'Environnement. Nul ne l'ignore. Vous vous interrogez à mes côtés ce matin. Marcelo Westphal du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et bonjour Christelle Bertrand. Vous présentez la Dépêche Ségolène Royal. Des journaux du midi, groupe La Dépêche. Merci d'être là. Ségolène Royal, votre interview sera retransmise sur les sites internet en vidéo de la presse quotidienne régionale, toute la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin. Les Gilets jaunes sont invités à Matignon cet après-midi par Édouard Philippe. Vous avez dit vouloir un geste en leur faveur d'ici demain si le Premier ministre n'annonce pas de moratoire. Est-ce qu'on va à la catastrophe selon vous ? Je pense que la situation est grave, hein. Tout le monde le voit. Je crois qu'il n'y a aucun problème à retirer une réforme qui est mauvaise. Et là, on a le sentiment que le gouvernement ne veut pas reculer, pensant que s'il recule, il va être plus critiqué que s'il persiste. Moi, je crois que la politique, c'est être capable d'écouter les conséquences de ses actes. Et c'est pas grave si des décisions paraissent dans un second temps mal adaptées, mal comprises, inefficaces et injustes, et qu'il vaut mieux le réaliser le plus vite possible plutôt que d'attendre la révolte telle que celle à laquelle on assiste. Madame Royal, vous êtes consciente que s'il y a un moratoire, ce sera la fin de la taxe carbone que vous aviez fait inscrire dans la loi quand vous étiez au gouvernement? Oui, au contraire. C'est la fin de la taxe carbone si elle est abusive et si elle est injuste et si elle est insupportable. Est-ce que vous croyez qu'un gouvernement reviendrait derrière un moratoire et remettrait la taxe carbone? Mais ce n'est pas le principe qui est en cause. D'abord, ce n'est pas la taxe carbone qui a été votée, c'est le principe d'un prix du carbone qui est dans l'accord de Paris sur le climat, qui est dans la coalition du prix du carbone que j'avais en effet créé pendant la COP 21 et qui consiste à dire qu'il ne faut pas avantager des énergies polluantes par rapport aux énergies non polluantes. Donc c'est assez simple. Maintenant, c'est une question de mesure. La taxe carbone, elle existait puisqu'elle était de 1 centime sur le gasoil, mais de moins 1 centime sur l'essence pour justement neutraliser et cesser d'avantager des carburants plus polluants. Quand le gouvernement passe de 1 centime à 7 centimes, il multiplie par 7 l'effort qui est demandé à ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, alors que les carburants, le kérosène des avions n'est pas taxé et que le fioul lourd des bateaux et des yachts n'est pas taxé. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus malin de dire, voilà, on va prendre 1 centime sur les billets d'avion, 1 centime sur le fioul lourd et faire contribuer ceux qui aujourd'hui ne contribuent pas, puisque les automobilistes contribuent déjà par plus 1 centime et moins 1 centime sur l'essence, je le répète, à cette stratégie bas carbone. Et enfin, la stratégie bas carbone, c'est surtout les économies d'énergie et la réinjection dans l'économie du rendement d'une taxe carbone. Est-ce qu'on a la réinjection dans l'économie, par exemple dans les travaux d'économie d'énergie, de cette taxe carbone? Non, parce que dans le même temps, le gouvernement, et ça ce qui est aberrant, a supprimé ou rabaissé le crédit d'impôt de transition énergétique qui permettait aux Français... pas seulement sur les fenêtres, il l'a même supprimé sur les changements de chaudières performantes. C'est-à-dire qu'il a privé les Français de moyens financiers pour faire les économies d'énergie et il a privé les territoires. Parce que dans une émission sur les territoires, il a supprimé les territoires énergie positive qui permettaient aux communes de faire des travaux d'isolation, notamment sur les bâtiments publics pour baisser la facture énergétique. Où est la cohérence? C'est ça qui ne va pas. Revenons sur les Gilets jaunes. Hier, François Hollande était en déplacement en Ardèche. Il leur a dit continuer. Est-ce que c'est le rôle d'un ancien président de la République de les encourager? Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je ne viens pas commenter les déclarations d'autres responsables politiques. Je suis en face de vous, je réponds à vos questions. J'étais ministre de l'énergie en tant que ministre de l'Environnement, donc c'est un problème que je connais bien. Et le meilleur conseil que je peux donner au gouvernement et aux parlementaires, puisque le Sénat a eu le bon sens
a eu le bon sens de voter le moratoire à la fin des taxes qui doivent se renouveler au mois de janvier, je précise. Donc le Sénat a pris une décision sage. Mon vœu le plus cher pour ramener l'harmonie, la sérénité dans notre pays et pour que les décisions politiques cessent d'être facteurs de désordre et risques pour les forces publiques, parce que maintenant on a un vrai risque sur les policiers qui tirent également la sonnette d'alarme, que l'Assemblée nationale, qui je crois doit voter le 17 décembre sur le texte du Sénat, que les parlementaires, la République en marche de la majorité, prennent leur liberté, prennent leurs responsabilités. Ils sont au contact des territoires et il faut qu'ils suivent le vote du Sénat. Ségolène Royal, je pense que ça permettrait d'aider le gouvernement d'une certaine façon. Est-ce que vous avez entendu Emmanuel Macron qui, cette nuit, depuis l'Argentine, a critiqué le cynisme. Il a dit que le cynisme fait partie de la vie politique, hélas, et critiquant les voix qui s'élèvent et qui n'avaient pas fait bouger les choses à leur époque, en ciblant François Hollande et indirectement vous ciblant aussi. Mais écoutez, le leitmotiv qui consiste à dire il s'est rien fait pendant 30 ans avant moi ne marche plus. Ça ne fonctionne pas. Je crois surtout en matière environnementale. Je crois que la bonne chose à faire en matière environnementale, c'est de toujours progresser. C'est tellement difficile de changer de modèle que quand il y a eu des efforts qui ont été faits, la loi de transition énergétique a été faite, la France a été à l'avant-garde. Grâce à ça, nous avons réussi la conférence de Paris sur le climat, tous ensemble. Au-delà des clivages politiques, nous avons fait voter la loi biodiversité, souvenez-vous, au Sénat, puisque nous y sommes, à l'unanimité du Sénat. J'étais très heureuse quand j'ai vu ça, parce que je crois que les questions environnementales dépassent les clivages politiques. Est-ce que c'est ce que j'avais réussi à faire avec ces textes majeurs pour l'avenir de la France? Donc je crois que s'il y a du cynisme, le cynisme, c'est ceux qui refusent de voir la réalité de la vie quotidienne de ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et qui se sentent pris en otage, se sentent pris à la gorge par rapport à l'augmentation des taxes et des impôts. Vous avez vu qu'il y a une récente enquête qui vient d'être publiée où la France détient le record de l'augmentation des taxes et des impôts. J'ai toujours été, moi, contre les taxes et les impôts. Je l'ai dit lorsque je participais au précédent gouvernement. J'écris même dans mon livre que lorsque il y a eu le quinquennat précédent, le début du quinquennat précédent, où le gouvernement Ayrault a augmenté les impôts et a supprimé l'exonération des heures supplémentaires qu'avait fait Nicolas Sarkozy, que c'était le degré zéro de la politique. Et dans ma propre région, j'ai refusé de prendre les taxes sur l'essence et sur le gasoil, et c'était là où les carburants étaient le moins cher de toute la France, parce que justement, j'avais expliqué à ceux qui me critiquaient, alors que j'étais la seule présidente de région écologiste, et que c'est là où les carburants étaient le moins chers, ça pourrait apparaître contradictoire. Je finis juste, j'ai dit non, je préfère que les gens gardent leur argent et l'investissent dans des travaux d'isolation, d'économie d'énergie, où il y a les moyens de changer leur chaudière ou de mettre des chaudières à bois. Voilà ce que j'avais dit. Donc je suis cohérente par rapport, par rapport à ce que j'ai fait. Je crois que c'est vraiment une question à vous poser. Vous disiez à l'instant qu'il y avait un risque pour la sécurité intérieure aujourd'hui. Vous soutenez les Gilets jaunes. Est-ce que vous comprenez aussi la violence du mouvement? Non. La violence est intolérable. Sans la soutenir, mais non, vous la comprenez? Mais non, ce qu'on a vu est affreux. Est affreux. En plus, ce sont des images qui ont fait le tour du monde. On en a parlé tout à l'heure. Et je pense qu'Emmanuel Macron devrait être sensible, lui qui est très engagé dans la diplomatie française et qui d'ailleurs le fait de façon extrêmement positive, et notamment les discours sur l'Europe qu'il fait sont tout à fait exemplaires. Mais il devrait être sensible à la dégradation de l'image de la France qu'ont donné les Champs-Élysées, cette avenue emblématique de la France. C'est une catastrophe. Regardez les télévisions américaines, il y a Trump qui s'en frotte les mains, etc. Donc ne serait-ce que pour protéger l'image de la France et donc la valeur économique qui va avec, parce que ça gêne le commerce, mais surtout les investisseurs internationaux se disent mais qu'est-ce que c'est que cette pagaille permanente dans ce pays? L'année dernière, c'était la réforme de la SNCF où c'était la pagaille la plus complète. L'année d'avant, sous le précédent quinquennat, il y avait eu la deuxième loi travail, c'était la pagaille la plus complète. Qu'est-ce que c'est que ces dirigeants qui ne sont pas capables de réformer un pays en douceur, en harmonie, en tranquillité, Royal, en dans justice. Votre livre. Et c'est ça qui nous manque. Je peux enfin vous dire, livre. Dans votre livre, vous racontez, vous dites l'événement le plus grave qui soit arrivé en 3 ans, quand j'étais ministre de l'Environnement, c'est la mort de Rémi Fraisse. Oui. Comment on évite un risque de nouvelle bavure samedi sur les Champs-Élysées?
Moi, je suis inquiète pour samedi sur les Champs-Élysées, parce qu'aujourd'hui, rien n'est clair. On ne sait pas si c'est autorisé, on ne sait pas si c'est interdit. Donc, ça recommence comme samedi dernier, ça n'a servi à rien. Moi, j'ai entendu des dirigeants policiers à la télévision dire qu'il y avait eu un problème de stratégie samedi dernier. On ne voit pas comment ce problème de stratégie a été corrigé pour samedi prochain. La circulation, par exemple, c'était une bonne mesure ? Mais la circulation automobile, soi-disant les Champs-Élysées étaient interdits. Vous avez vu le résultat de ce qui s'est passé ? Là, il y aura des contrôles d'identité, sur les Champs-Élysées. Mais soit, alors à quel endroit les manifestations sont autorisées ? Enfin, je ne vais pas rentrer dans un métier qui n'est pas le mien. Je pense que nous avons en France une des meilleures polices du monde, avec des dirigeants, des cadres qui doivent être écoutés aujourd'hui, qui tirent la sonnette d'alarme. Il faut des stratégies claires, il faut des règles claires. Qu'est-ce qui est interdit ? À quel endroit est-ce que la manifestation est autorisée et à quel endroit elle ne l'est pas ? C'est trop flou. C'est très flou aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon sera sur les Champs-Élysées, justement. Est-ce que c'est de la récupération politique ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si la manifestation est interdite aux Champs-Élysées, il n'a rien à faire aux Champs-Élysées. C'est Royal qui est notre... fait ses courses. Vous êtes ambassadrice, Cyril l'a rappelé, des pôles pour la France. Est-ce qu'une ambassadrice peut se permettre d'avoir un ton aussi critique alors qu'elle a un droit de réserve ? Je crois qu'on est en un droit de réserve, mais les fonctionnaires ont aussi un droit de liberté d'expression, je pense, sauf les militaires. La grande muette, c'est dans l'armée. Et pas les anciens ministres. Je ne suis pas. Et pas les anciens ministres. Puis vous savez, je le fais, moi, pour trouver des solutions. Vous n'aurez jamais noté dans ma bouche des attaques personnelles ou dégradantes. Jamais. Donc je dis les choses parce que je pense que c'est utile au pays, parce que vous m'invitez. C'est pas moi qui sollicite les émissions. Donc je pense que si vous m'invitez, c'est que vous pensez peut-être que j'ai des choses à dire ou une vision des choses ou une expérience qui me permet de dire comment les choses pourraient se passer. Si les politiques se cachent, ne parlent pas dès qu'ils sont en désaccord avec le pouvoir, c'est quand même assez grave. Voilà, donc j'ai une parole politique et je l'utilise au service de mon pays. Et nous sommes très heureux de vous avoir ce matin. Ségolène Royal, ambassadrice des pôles, ancienne ministre de l'Environnement et notre invitée politique dans Territoire d'Info. Vous avez importé d'une certaine manière la démocratie participative, on s'en rappelle, à l'époque de votre présidentielle, celle de 2007. Or, c'est Emmanuel Macron qui la met en place. Vous dites bravo ou pas au président de la République ? Oui, bien sûr, mais c'est un peu tard. Ségolène Royal en a rêvé, Emmanuel Macron l'a fait ? Oui, le problème, c'est qu'il faut tirer les conséquences jusqu'au bout, c'est-à-dire il dit à juste titre que la méthode a été mauvaise, puisqu'il n'a pas écouté, il n'y a pas eu de démocratie, il n'y a pas eu de débat, il n'y a même pas eu un débat dans sa propre majorité au Parlement. La Commission du développement durable, la Commission des finances de l'Assemblée nationale n'a pas été saisie sur le projet de mettre 7 centimes sur le gasoil et 4 centimes sur l'essence. Mais il n'y a pas eu de débat. Mais on est en démocratie. Il faut arrêter avec cette centralisation extrême du pouvoir. La centralisation extrême du pouvoir, je la raconte d'ailleurs dans mon livre à propos de la fusion des régions qui a été une catastrophe. Ça avait été décidé à quelques-uns, à 3 ou 4, que des hommes d'ailleurs. C'est pareil, ça recommence. C'est la réforme. Il l'a confirmé sur ce plateau. Il l'a confirmé. Vous voyez, sur un coin de table. Et ça recommence. Du quinquennat, vous dites. Oui. Une des pires du quinquennat. D'ailleurs, qu'est-ce que ça a changé pour votre région, Poitou-Charentes, qui s'est trouvée fusionnée avec Limousin et Aquitaine ? Pour le citoyen aujourd'hui, qu'est-ce que ça change ? Beaucoup d'arrachement des gens. Pourquoi arracher les identités régionales ? Vous vous rendez compte, c'est l'histoire de la France. Et puis cette accumulation de fusions. Alors on fusionne les communes qui datent du Moyen-Âge, ensuite on fusionne les cantons, ensuite on fusionne les régions. Pourquoi ? Parce qu'une agence de notation a dit qu'il y avait trop de collectivités territoriales en France. Mais de quel droit les agences de notation maintenant décident de ce qui se passe en France ? Donc on a une identité territoriale. Enfin, on avait une identité. C'est le nom. Les noms de ces territoires, ce sont les noms de notre géographie, de notre histoire, de nos produits du terroir, etc. Il faudrait revenir là-dessus. Je ne sais pas, je ne veux pas improviser comme ça à la va-vite, mais il y avait d'autres façons de procéder, et notamment des coopérations entre les collectivités territoriales. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les premiers rapports montrent que les fusions ont été beaucoup plus coûteuses qu'elles n'ont économisé. Parce qu'au départ, c'est soi-disant pour économiser. Sans parler des problèmes de désertification et de déménagement du territoire. Il y a des villes comme Poitiers et Limoges qui ont perdu leur statut de capitale régionale. Tout le monde a été obligé de déménager à Bordeaux qui ne demandait rien, d'où une spéculation immobilière à Bordeaux, des gens qui n'arrivent plus à se loger. Et d'ailleurs, si vous avez vu la carte
des Gilets jaunes qui a été faite par les démographes. Sur le secteur de Bordeaux, la protestation des Gilets jaunes a été extrêmement forte. Pourquoi ? Parce que les gens habitent de plus en plus loin de la capitale régionale, parce qu'on les a déménagés de Poitiers et de Limoges. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La loi mobilité qui va être présentée cette semaine vise à en finir avec le tout TGV. Vous dites bravo. Moi, je me méfie toujours des slogans. En finir avec le tout TGV, cette caricature de ce qui a été fait avant eux, ça suffit. On n'en peut plus. Mais il fallait investir autant sur le TGV. De ce discours qui est très vexatoire pour les agents des services publics concernés, de dire on va faire cette réforme parce que rien ne marche. On l'a entendu sur l'hôpital. Ce sont des discours qui sont insupportables. Parce que tous les agents hospitaliers qui entendent « ça ne marche plus à l'hôpital, donc on va réformer », ils se disent « mais attendez, nous on a donné notre vie à l'hôpital, on donne notre vie tous les jours à l'hôpital, on nous raconte que ça ne marche pas ». Même chose pour le TGV. On en a trop fait ? Mais non, tout le monde réclamait un TGV. Je pense au détriment des petites lignes. Mais c'est parfaitement compatible. Moi, j'ai rouvert des petites lignes secondaires en Poitou-Charentes. Ça n'était jamais fait, ça n'avait jamais arrivé depuis 50 ans. Donc, c'est parfaitement compatible de mettre en place les TGV et de mettre en place des petites lignes. C'est pas incompatible. En tout cas, la priorité, elle n'est pas là. La priorité, elle est sur le fret ferroviaire. Si on veut moins de camions sur les routes, moins d'accidents, moins de pollution, il faut absolument développer le fret ferroviaire qui, malheureusement, a été privatisé. Ça, c'est une vraie politique à mettre en place, savoir comment est-ce qu'on relance les transports par rail de marchandises. Serez-vous candidate aux élections européennes ? Tout le monde attend votre position là-dessus, Ségolène Royal. Écoutez, je vous remercie de me solliciter. J'ai entendu un certain nombre de sollicitations. Nous réfléchissons collectivement, on verra. Il y a un certain nombre de conditions qui sont posées. Mais je verrai au mois de janvier, en tout cas pas avant. Et en tout cas, il y a des conditions qui sont posées pour qu'éventuellement j'accepte d'être porte-parole ou de mouvements qui voudraient effectivement faire une offre politique attractive. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça favorise qui ? Qui n'a même pas besoin de parler ? C'est le Front National. Parce que le vote protestataire par rapport à ce qui... Donc il faut là aussi que le président de la République et que le gouvernement soient conscients de ce qu'ils sont en train de préparer comme résultat aux élections européennes et comme chaos au Parlement européen. Et c'est pour ça que la responsabilité de débrancher cette tension avant samedi est si importante. Merci Ségolène Royal. La voix de la France peut être entendue à la COP24 quand même, avec ce qui se passe. Il faut que la France soit entendue, et en particulier la priorité de la COP24, c'est de mettre en place les financements qui ont été promis à la COP21. Merci Ségolène Royal, ambassadrice des pôles, ancienne ministre de l'Environnement, d'avoir été notre invitée politique. Merci Marcelo Westfred. Merci beaucoup Christelle Bertrand. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, Ségolène Royal quitte ce plateau, c'est en direct, vous la voyez. Elle salue André Crétenant, le directeur de l'information de Télémonde. Bonjour, merci. Bonjour André Crétenant, rebonjour et bonjour Patrice Moyon. Ségolène Royal a quitté ce plateau et nous allons maintenant passer au débrief de ce qu'elle nous a dit. Alors, c'est un week-end... sous tension, qui risque se passer, Patrice Moyon. Vous avez entendu Ségolène Royal, elle pointe le flou, au fond, dans l'organisation de la sécurité de ce week-end. Oui. Elle dit que le gouvernement, au fond, on ne sait pas trop comment ils vont agir. Oui, défaut de pédagogie. Oui, défaut de pédagogie. Elle est inquiète aussi des risques de débordement. Et surtout, elle dit, attention, la facture pourrait être très lourde pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron lors des élections européennes. Est-ce qu'on ne prépare pas le chaos au Parlement européen demain en laissant ce mouvement s'installer? André Crétenant. Je pense qu'elle sent bien les choses, qu'elle sent bien la situation. Ce qui est intéressant aussi, c'est la cohérence de son discours concernant évidemment les mesures qui doivent permettre la transition énergétique. Ségolène Royal a toujours défendu l'idée que ces mesures ne devaient pas être punitives, que ça devait être des mesures incitatives, qu'il fallait tenir compte évidemment du pouvoir d'achat des gens. Et je trouve que ce discours évidemment sonne particulièrement bien aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'est pas dans un rôle tout de même un peu ambigu? Elle est ambassadrice des pôles, donc nommée par le gouvernement, par le président de la République. Elle est ancienne ministre elle-même. Elle critique beaucoup ce gouvernement. Elle a une position, au fond, je veux dire, assez tranquille. Elle a à la fois une mission du gouvernement, certes à l'international, mais une mission, et en même temps, elle se permet de critiquer sur la politique intérieure, Patrice Moyon. Elle a une parole libre. Alors effectivement, on pourrait
en théorie dire qu'elle devrait avoir un droit de réserve, mais je pense qu'elle occupe une place singulière dans le paysage politique. Elle a été investie dans la COP21. Ancienne candidate à la présidentielle. Ancienne candidate à la présidentielle. Elle vient de sortir un livre. Moi, je trouve que son expression est plutôt cohérente et plutôt bienvenue. Oui, elle n'est pas que ambassadrice. Évidemment, son rôle est beaucoup plus important. Donc, je ne pense pas qu'on puisse lui chercher des noises sur ce plan-là. Vous sentez qu'elle va être candidate aux européennes ou pas ? Encore une petite chose, c'est qu'en ce qui concerne l'action d'Emmanuel Macron, elle a salué son rôle diplomatique. Oui, bien sûr. Donc, voilà, l'action diplomatique à l'international. Elle n'est pas que dans la critique. Vous la sentez être candidate aux européennes ou pas ? En tout cas, très clairement, elle prépare le terrain, elle écoute, elle rencontre, elle va à la rencontre des lecteurs de son livre. Et elle a dit qu'elle prendrait une décision au mois de janvier. Elle sait aussi qu'elle est en terrain miné, que la situation politique est compliquée. Ça dépendra qui la soutiendra, a-t-elle dit, vous avez entendu sur ce plateau. Elle n'est pas du tout ancien monde, au fond. André Crête-Nan, c'est pas du tout, et vous avez d'ailleurs évoqué la démocratie participative qu'elle a importée au fond dans la présidentielle de 2007. Idée, évidemment, elle l'a redit sur ce plateau. C'est vrai que c'est assez étonnant, à la fois ancien monde, politicienne, voilà, qui connue, qui a toute une carrière, voilà, mais qui apparaît aujourd'hui, vous avez raison, comme nouvelle, comme une figure nouvelle. Je pense peut-être même qu'elle est surprise de découvrir, avec la publication de ce livre, qu'elle a sans doute encore un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer, Ségolène Royal. Je pense qu'elle a encore effectivement un rôle à jouer. Elle y croit. Elle a un engagement, elle a des convictions et elle veut les faire partager. Sur les gilets jaunes, je reviens dessus parce qu'elle a pointé des vrais risques ce week-end de dérapage. Pointé ce flou du gouvernement, elle en a parlé. Est-ce que le gouvernement a le choix au fond ? Pas trop. À la fois, il faut autoriser les manifestations et empêcher les images à l'international dont on a parlé tout à l'heure, André Crête-Nan, et que vous connaissez bien, vous qui avez été 5 mondes. Je pense que le fait qu'il y ait au sommet de l'État une hésitation sur la stratégie à suivre, il y a aussi un certain flottement en ce qui concerne la gestion des manifestations à Paris. Moi, j'étais très étonné de voir que la manifestation était permise au Champ de Mars. Les Gilets jaunes n'en voulaient pas, ils sont allés aux Champs-Élysées, on leur a permis d'entrer sur les Champs-Élysées. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est une situation assez complexe puisque vous avez à la fois les Gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui veulent manifester, mais vous avez les casseurs. Donc à partir du moment où les services de renseignement ou la police sait que les casseurs vont venir, ça change complètement les perspectives et ça augmente les risques. Et je pense que Ségolène Royal l'a dit à dessein. Elle a aussi dit qu'elle avait parlé avec des cadres de la police et donc je pense que l'alerte qu'elle fait doit être prise très au sérieux. Alors détention évidemment à prévoir ce week-end, samedi notamment donc en France, détention aussi au G20 de Buenos Aires, André Crête-Nan. Évidemment c'est le problème entre la Russie et l'Ukraine qui va être au centre des discussions et puis Donald Trump qui annule sa rencontre prévue avec Vladimir Poutine. Oui, il peut encore changer d'avis, puisqu'il a dit qu'il le rencontrerait, il ne le rencontre plus. Ça peut encore évoluer. Mais vous avez raison que les incidents qui se passent aujourd'hui au large de la Crimée peuvent dégénérer. C'est vrai que l'Ukraine a décrété... On voit Emmanuel Macron arriver en Argentine pendant que vous parlez. Voilà, mais de toute façon, vous savez qu'il y a des élections générales aussi en Ukraine, donc peut-être que ça peut expliquer les tensions avec actuelles. Avec un président relativement impopulaire, en plus. Voilà, Ukraine, absolument. Il n'est pas plébiscité du tout. On soupçonne que c'est peut-être lui qui souffle un peu sur les braises, mais il n'empêche que cette situation est assez tendue, elle est assez risquée. Je vous rappelle qu'en 2014, quand il y a eu l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo, dans les premiers jours, on ne pensait pas non plus que ça déclencherait une guerre mondiale. Donc je pense qu'il faut être très attentif à ce qui se passe là-bas. Justement, le président ukrainien, donc Poroshenko, a évoqué mardi dernier la menace d'une guerre totale. C'est une guerre de mots là pour l'instant. Pour l'instant, c'est une guerre de mots, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit et qu'il y a ce territoire à l'est de l'Ukraine qui est aujourd'hui sous contrôle russe et que Poutine a besoin aussi d'un conflit à l'extérieur parce que la situation économique et sociale en Russie n'est pas bonne.
Vous voulez dire que les deux présidents, au fond ukrainiens et russes, ont intérêt à ce que la tension monte? Absolument. C'est ce que vous voulez dire? Absolument. Et c'est vrai que la guerre continue à fleur et moucheter, comme on dit, dans le Donbass, et que en réalité, les tensions n'ont jamais cessé. Maintenant, est-ce que le G20 peut apporter quelque chose? Je ne crois pas. Le G20, c'est simplement une opportunité de rencontre bilatérale. Mais aujourd'hui, le G20 est un peu privé de sa substance. Le G20 est né au sortir de la crise économique en 2007-2008. Il s'agissait de trouver les moyens de réguler la finance au niveau international. Aujourd'hui, cet objectif est complètement oublié et la plupart des pays se sont repliés sur eux-mêmes. Donc voilà, pour le président Emmanuel Macron, en revanche, pour lui, c'est une opportunité de rencontre bilatérale au plus haut niveau. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le multilatéralisme, lui, est plutôt presque mort. Emmanuel Macron, là-dedans, en Argentine? En tout cas, pour Emmanuel Macron, c'est l'occasion de mettre un pas de côté et de continuer à ancrer finalement son image à l'international. Et de s'éloigner de Paris, quoique il pourrait être attrapé par les images des chaînes internationales. Et on a vu sur les images tout à l'heure qu'il a été accueilli par un gilet jaune, en fait, oui. Un responsable de l'aéroport de l'accueil qui était vêtu d'un gilet jaune. On a vu ces images il y a un instant. Merci beaucoup André Crétenant, directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui nous diffuse dans 200 pays à travers ces 9 antennes. Merci Patrice Moyon de Ouest France, vous êtes un régulier de cette émission. On va regarder ensemble, messieurs, le Zap Matin de Christophe Combarieux. C'est ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier au soir, les émissions politiques, mais également les autres matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après. Je préférerais qu'on gèle pendant 3 mois les taxes de carburant et les taxes d'augmentation de gaz. Ça s'appelle apaiser. Toutes ces transformations profondes, peut-être qu'elles sont trop rapides ou qu'elles n'ont pas encore porté leurs fruits. Et c'est pour ça qu'il y a cette impatience. Mais elle est légitime. Et parce qu'elle est légitime, il est de notre responsabilité et de notre devoir d'être autour de la table. Moi, je pense que quand il y a une crise sociale de cet ordre, il y a toujours un moment où il faut qu'il y ait un signe, un symbole. Et si c'était celui de la taxe carbone. Utiliser l'écologie pour faire des impôts, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé parce que les Français sont intelligents et ils ont reproché à ce matraquage fiscal 2 choses, son injustice, d'une part, et d'autre part, l'instrumentalisation de l'écologie. On est un peu perdu parce que parfois le message il est contradictoire, il est un peu confus, on entend ce que les gens veulent nous dire, mais il faut maintenant qu'on réussisse à discuter autour d'une table. On voit dans ce mouvement des Gilets jaunes, ce qui est aussi un des points communs, c'est une forme de presque de désespoir. Et ça, vous ne répondez pas. Ça, si on y répond, mais vous savez, on n'y répond pas, et c'est pas la solution. Ce n'est pas uniquement des mesures techniques. Ce que j'entends par des mesures techniques, c'est pas uniquement des mesures d'accompagnement. Est-ce que c'est pas irresponsable de la part de Jean-Luc Mélenchon de dire je serai samedi sur les Champs-Élysées alors que les autorités veulent éviter justement ce qui s'est passé samedi dernier? Écoutez, c'est aux autorités de maintenir l'ordre public et de garantir le libre droit de manifester aux concitoyens. Des élus locaux comme le maire d'Évreux viennent aussi donner des conseils, parfois surprenants. Comment faire pour se faire entendre? Le meilleur moyen, c'est de bloquer la préfecture. On l'a fait hier. Oui, j'ai vu. Moi, je ne suis pas favorable à ce que des élus invite les citoyens à bloquer le fonctionnement de l'État ou d'ailleurs des lieux publics, que ce soit des lieux publics État ou des lieux publics municipaux ou nationaux. Nous avons décidé de fermer les Champs-Élysées à la circulation, de les fermer de façon hermétique, mais d'ouvrir aux piétons qui souhaitent venir. D'abord pour soutenir les commerces parisiens, les commerces des Champs-Élysées. Mais il y aura des contrôles d'identité systématiques, des contrôles de sacs pour éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. Si les Champs-Élysées sont interdits aux Gilets jaunes, ce sera ressenti par les Gilets jaunes en réalité comme un acte d'humiliation supplémentaire. Vous voyez, une forme de mépris supplémentaire. Mais c'est quoi les Champs-Élysées? C'est réservé à qui? Donc là, vous vous engagez personnellement à ce qu'il n'y ait pas les mêmes débordements que samedi dernier. Mais comment voulez-vous que je réponde à votre question? Moi, je ne sais pas si vous pouvez vous engager à augmenter l'audience du journal simplement en le déclarant. Voilà,
le Zap matin de Christophe Combarieux avec un résumé de ce qui s'est passé également dans les autres matinales d'infos. Dans un instant, c'est la troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat. Je vous y retrouve.